Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce vendredi 7 août au Kenya. 836 km, c'est la distance qu'ont parcouru des athlètes kenyans pour une marche qui a pris 22 jours à ces grands sportifs, dont des stars du marathon comme Wilson Kipsang ou encore Tegla Lurupe. Une marche qui s'est achevée hier jeudi dans la vallée du Rift. But de l'opération, militer pour la paix et surtout dénoncer les violences intercommunautaires. Les Nations Unies ont rapporté mercredi que cette année, ce sont environ 310 Kenyans qui avaient été tués et plus de 215 000 déplacés, essentiellement dans le nord du Kenya. La marche de la paix a permis de récolter 90 000 $, soit un peu plus de 82 000 euros, sur les 250 000 qui étaient espérés, environ 230 000 euros, pour financer un programme de renforcement de la paix. Écoutez ces explications d'athlètes qui ont marché, ainsi que d'une responsable de l'Aegis Trust, une organisation qui travaille à réconcilier les communautés déchirées par les conflits, notamment au Rwanda. On écoute. Cette zone est particulièrement affectée par le vol de bétail, ce qui affecte le développement de toute la région. Et pour moi, en tant qu'athlète, j'ai plus de chances de promouvoir cela dans une marche pour la paix, parce que sans paix, nous ne pouvons pas éduquer les jeunes talents. Nous avons défié le soleil, le site et les pluies et à un moment nous avons mis nos vies en péril parce qu'il y avait des rumeurs que nous ne pourrions pas passer certains endroits pour des raisons de sécurité. Mais je voulais remercier Dieu parce qu'il nous a vraiment aidés à surmonter tous ces kilomètres. Cette marche a été très éprouvante pour les athlètes et les organisateurs. Il s'agissait d'une marche de 22 jours sur plus de 232 km. Ce n'est pas une distance facile. Il y a eu la fatigue, la chaleur extrême et bien sûr, certains athlètes ont été malades durant le trajet. Mais malgré les défis, nous sommes ici. Je pense que le plus important est que nous ayons réussi à créer un dialogue entre les communautés et de deux, que nous ayons rassemblé de l'argent pour ces communautés et aussi que nous ayons sensibilisé nos dirigeants à faire plus attention aux initiatives qui veulent établir la paix dans la vallée du Rift. De l'autre côté du lac Victoria, l'Ouganda. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, une loi vient d'être votée et pourrait permettre d'améliorer la condition des femmes dans le pays. Hier, jeudi, la Cour suprême a décidé qu'il devenait illégal d'obliger la famille d'une épouse à rembourser la dot en cas de divorce. Jusqu'ici, il était impossible pour une femme en Ouganda de divorcer si sa famille ne pouvait pas rendre l'argent versé lors du mariage. Une situation qui maintenait de fait certaines épouses sous l'emprise de leur mari et favorisait également les violences conjugales. C'est en tout cas ce que pense l'organisation non gouvernementale ougandaise Mifumi, qui milite pour l'abolition du système de dot dans le pays et qui en 2007 avait saisi la Cour constitutionnelle. D'abord rejeté sa demande que l'acceptation du divorce ne soit pas soumise au paiement de la dot, a été ensuite portée en appel devant la Cour suprême qui vient donc de l'approuver. Rendons-nous maintenant en Afrique de l'Ouest. Le président de la Guinée, Alpha Condé, est en visite officielle au Sénégal. Accompagné de son ministre des Affaires étrangères, des ministres de la Défense et de l'Énergie, M. Condé, qui a démarré cette visite hier après-midi, restera dans le pays de Macky Sall jusqu'à dimanche. 4 jours pour sceller une réconciliation entre les deux pays voisins et dont les relations s'étaient un peu distendues l'an dernier, notamment lorsque le Sénégal avait fermé ses frontières terrestres avec la Guinée par prévention contre l'épidémie d'Ebola. La visite de la délégation guinéenne au Sénégal entend par ailleurs développer des projets intégrateurs, comme l'a déclaré le ministre des Affaires étrangères guinéen François Fall. Par exemple, des projets énergétiques, des programmes de formation des services de sécurité aux frontières ou encore la lutte contre le terrorisme. En Afrique centrale, le chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine, a signalé mercredi une amélioration de la situation sécuritaire. Une amélioration imputable notamment, selon le général Babacar Gaye, aux avancées du processus politique, comme le forum de Bangui, et au déploiement également de la MINUSCA dans près de 40 localités. Malgré tout, le général Gaye prévient que cette sécurité reste toutefois fragile. Une déclaration qui n'a pas été contredite par Abderrazak Lassel,
le représentant permanent adjoint du Maroc à l'ONU. On écoute. La situation en République centrafricaine a connu, depuis le précédent rapport du secrétaire général, une évolution positive, marquée par les avancées enregistrées dans le processus politique, notamment à la faveur du Forum de Bangui. Ces progrès politiques, combinés au déploiement de la MINUSCA dans près de 40 localités, ont contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire qui reste toutefois fragile. La République centrafricaine est à la croisée des chemins. Les étapes à venir sont difficiles, car elles nécessitent du dépassement de la part des leaders, du pardon de la part de la population et de la justice au bénéfice de tous. Il est temps que la République centrafricaine puisse jouir de ses nombreuses richesses. Il est temps de faire taire les armes à jamais et de redoubler d'efforts pour l'édification d'un État stable et fort, doté d'institutions à même de répondre aux besoins élémentaires de tous ses citoyens. Pharrell Williams, le chanteur et producteur américain à succès, est visé par une campagne de boycott en Afrique du Sud. Alors qu'il doit se rendre le mois prochain en tournée dans le pays, l'interprète du tube mondialement connu Happy est critiqué à cause de ses liens avec une marque qui a plusieurs fournisseurs en Israël. Il s'agit de la compagnie australienne Woolworth. Pharrell Williams collabore en effet avec cette marque en tant que directeur de style de plusieurs projets de mode, mais aussi d'éducation, des projets qui visent pourtant à soutenir le développement durable. Mais selon la branche locale du mouvement international de boycott contre Israël, qui se nomme Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël, ou BDS, eh bien la société Woolworth, présente en Afrique du Sud, se fournit et revend quelques produits israéliens. Pour le moment, aucune réaction des parties concernées par la campagne contre Pharrell Williams et qui a été intitulée « Are You With Us ?». La ville de Cape Town a de son côté émis une interdiction de manifester. À l'international, de nouveaux survivants d'un naufrage de migrants ont été secourus hier. Un bébé, des familles et des centaines d'hommes jeunes au regard fatigué sont arrivés au port de Palerme en Italie. Avec eux également des cercueils contenant les corps de personnes décédées suite au naufrage de l'embarcation à 15 000 au nord de Zouara, dans l'ouest de la Libye. Les migrants ont été secourus par le navire militaire irlandais Niam dans le port sicilien. Les 360 survivants ont débarqué dans l'après-midi. Ils ont été suivis ensuite par les 25 corps que la mer n'avait pas engloutis. Rappelons par ailleurs que plus de 200 migrants avaient disparu dans ce naufrage la veille. Écoutons ces commentaires de membres du navire irlandais de sauvetage ainsi que la porte-parole d'une organisation non gouvernementale et les suivis de la préfète de Palerme. C'était bouleversant hier de voir une mère et un père pleurer leur jeune enfant. Notre personnel a essayé de les réanimer, mais malheureusement, nous n'avons rien pu faire. Nous avons réussi à sauver 360 personnes. C'était une opération difficile et intense, mais je pense que l'équipage s'est surpassé pour réussir à faire ce qu'ils ont fait. On a rencontré beaucoup de familles dévastées par la douleur, car elles cherchent encore leurs enfants et ils ne savent pas où ils sont. Nous savons que parmi les 25 victimes, il y a 3 enfants. Des familles ont été autorisées avec un médecin légiste et un médiateur culturel à monter sur le bateau pour procéder à l'identification. Après les opérations de sécurité publique et l'identification, les migrants seront transférés dans 4 régions italiennes identifiées par le ministère de l'Intérieur dans le plan de redistribution nationale. Il s'agit des régions de la Lombardie, de l'Émilie-Romagne, de la Vénétie et de la Campanie. Et au même chapitre, précisons par ailleurs qu'au même moment, les gardes-côtes italiens, eux, ont secouru d'autres migrants d'un bateau qui coulait au nord de la Libye également. C'était hier jeudi. Dans ce sauvetage, ce sont 381 personnes qui ont été secourues et parmi elles, 55 femmes et 26 enfants. Terminons ce flash information aux États-Unis. 1 an après l'assassinat d'un Afro-Américain par un policier de type caucasien à Ferguson, les tensions raciales restent toujours très vives dans le pays. De Ferguson à New York ou encore à Baltimore, la mort de jeunes Afro-descendants dans des conditions parfois controversées a suscité depuis 1 an des manifestations à travers tout le pays. Manifestations pour dénoncer les pratiques de certains policiers eurodescendants, notamment avec le lancement d'une campagne virale, le hashtag Black Lives Matter. Retour sur les faits avec ce reportage. Gaz lacrymogène, arrestations, voitures brûlées.
Depuis un an, ces scènes se sont multipliées à travers les États-Unis. En cause, une série de bavures policières impliquant des Afro-Américains aux 4 coins du pays. À Baltimore, où Freddie Gray, blessé lors d'une interpellation, meurt pendant sa garde à vue. À Charleston, où un policier tire à 8 reprises dans le dos de Walter Scott lorsque celui-ci prend la fuite après un contrôle routier. À New York, où Eric Garner, père de 6 enfants, meurt étouffé lors d'une interpellation musclée. À Cleveland, où un garçon de 12 ans est tué avec à la main une arme en plastique. Mais c'est à Ferguson, dans le Missouri, que tout a commencé, quand le 9 août dernier, Michael Brown, un noir américain non armé, est abattu en pleine rue par un policier blanc. Sa mort entraîne des manifestations puis des émeutes qui s'étendront progressivement au reste du pays, alors que se multiplient les incidents entre policiers blancs et afro-américains. Fin novembre, la décision d'un grand jury de ne pas inculper le policier relance une vague de violence. Barack Obama multiplie les appels au calme, tout en reconnaissant des injustices dans le traitement réservé aux personnes de couleur. Au moment où Ferguson marque un an depuis la mort de Michael Brown, les tensions raciales demeurent aux États-Unis. Et malgré de nouvelles mesures visant à mieux encadrer la police, le débat sur l'égalité raciale est loin d'être terminé. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 7 août 2015. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un excellent week-end. À lundi.